Est-ce que vous seriez surpris d'apprendre que les gens ont tendance à croire beaucoup de choses qui ne sont pas vraies? Non? Eh bien, c'est compréhensible. Le monde moderne est complexe et évolue rapidement. Tout le monde a des endroits où aller, du travail à accomplir, des factures à payer. La plupart des gens n'ont tout simplement pas le temps de rechercher des informations au hasard sur Google et donc de vérifier leur exactitude. Mais heureusement pour vous, j'ai rien d'autre à faire que de disposer de temps libre. Alors préparez-vous à être surpris, car voici quelques faits erronés auxquels vous pourriez bien encore croire. Les ninjas, une idée fausse. Tout le monde aime les ninjas. Tout au long du Moyen-Âge japonais, ces guerriers d'élite traquaient leur proie, entièrement vêtus de noir, avant de frapper au moment opportun et de disparaître dans l'obscurité. Bien sûr, cette image s'effondre dès que l'on y réfléchit. Il est assez difficile d'être un assassin furtif et discret si vous portez un uniforme évident. Et Mike, que penses-tu du nouveau? Je sais pas, pour une raison quelconque, je lui fais pas vraiment confiance. Tu vois ce que je veux dire? En réalité, les ninjas portaient généralement les vêtements les moins voyants qu'ils pouvaient trouver. Ça signifie qu'ils étaient beaucoup plus susceptibles d'être habillés comme des fermiers ou des paysans que de porter une cape un peu cool. Les déguisements qui dissimulaient leur visage étaient évidemment utiles. Par conséquent, les ninjas pouvaient se déguiser en riziculteurs, portant de grands chapeaux, ou en moines kumosu, portant de grands casques en paille appelés tengai en signe de modestie. Cependant, il ne serait pas facile d'escalader un mur dans une telle tenue. D'où vient donc le costume de ninja élégant que l'on voit dans les films? Eh ben, c'est une histoire intéressante. Dans le théâtre kabuki traditionnel japonais, les accessoristes avaient pour tâche d'assembler et de retirer différents accessoires et éléments de décor pendant la représentation. Ces accessoristes devaient travailler rapidement et ne voulaient pas distraire le public. Alors que portaient-ils? Exactement, des pyjamas noirs de la tête aux pieds. Le public suspendait son incrédulité et s'entraînait à ignorer toute personne vêtue de cette manière. La légende raconte qu'un metteur en scène du XVIIe siècle eut une idée brillante. Demander à l'un des accessoristes de sortir un couteau pendant le changement d'accessoire et d'assassiner un personnage important. Si cela est vrai, cela aurait été une pièce de théâtre époustouflante, brisant le quatrième mur, surtout pour l'époque. Que cette histoire spécifique soit vraie ou non, le public associait toujours l'uniforme à la dextérité et à la discrétion en raison de la nature du travail. On comprend donc d'où vient l'association avec les ninjas. Peut-être que si j'assassinais soudainement l'un de mes spectateurs, les ninjas s'habilleraient comme moi à l'avenir. Y a quoi derrière toi là, hein? Les pigeons. Imaginez ceci, vous venez de vous marier, c'est le plus beau jour de votre vie, jusqu'à ce que, au moment de couper le gâteau, un pigeon explose, éclaboussant votre smoking immaculé. Ou votre robe, ou votre peignoir. Bien sûr, c'est votre mariage, vous pouvez porter ce que vous voulez. Le problème, c'est qu'un pigeon explose et gâche tout. Le mythe veut que des pigeons affamés se nourrissent de riz sec traditionnellement lancé lors des mariages. Après avoir bu de l'eau, le riz commence à gonfler dans leur estomac jusqu'à ce que... le pigeon explose, juste au milieu du discours du témoin. Sans surprise, cette légende urbaine est complètement fausse. Les oiseaux n'explosent pas s'ils mangent du riz. En fait, ils ne tombent même pas malades. Les acides digestifs présents dans l'estomac d'un animal, même celui d'un pigeon, digèrent le riz beaucoup trop rapidement pour qu'il puisse absorber d'autres liquides. De plus, l'eau contenue dans l'estomac est rapidement diluée par des acides digestifs mentionnés ci-dessus. De plus, même s'il pouvait rester suffisamment longtemps dans l'estomac pour absorber une quantité importante de liquide, le riz gonfle, mais moins que les graines pour oiseaux. Et on ne voit pas beaucoup d'oiseaux exploser après avoir mangé dans les mangeoires, non? Certains pensent que ce mythe a été lancé par des pratiquants religieux grincheux après que trop de personnes aient glissé sur du riz lors de mariage. Cependant, cette explication semble raisonnable et elle aussi un mythe. En réalité, nous pouvons remercier une personne pour sa propagation, l'ancienne représentante de l'État du Connecticut, Mai S. Schmidl. En 1985, elle a présenté un projet de loi qui prévoyait une amende de $50 pour les citoyens jetant du riz lors des mariages. À l'époque, les gens lui ont dit que c'était absurde, mais la publicité a suffi à faire naître la rumeur, ou plutôt à lui donner des ailes. La prochaine fois que vous assisterez à un mariage, n'hésitez pas à lancer du riz directement dans les yeux de la mariée. Question explosive. Les explosions sont parmi les choses les plus impressionnantes au monde. Il est donc logique que le fait de s'en éloigner sans se retourner rende quelqu'un particulièrement impressionnant. C'est un moyen classique et un peu cliché utilisé dans les films pour faire comprendre au public qu'un personnage est tellement impressionnant qu'il ne s'intéresse même pas à la boule de feu qui éclate derrière lui. Malheureusement pour Wolverine, dans la vie réelle, le fait de s'éloigner lentement du danger serait probablement la dernière fois qu'il pourrait utiliser ses jambes. En effet, les explosions ne sont pas seulement des flammes, elles produisent également ce qu'on appelle une pression de souffle. Il s'agit de l'onde de choc qui se produit après une forte détonation. C'est cette force qui projette les objets et brise les vitres dans le rayon de l'explosion. Cela signifie que même si vous n'êtes pas brûlé par les flammes, une explosion peut tout de même vous tuer en causant des lésions internes.
En effet, une explosion peut être suffisamment forte pour secouer et écraser vos organes internes. Et croyez-moi, vos organes ne sont pas prêts pour ce genre d'exercice. Une explosion provoque une surpression, c'est-à-dire une pression causée par une onde de choc supérieure à la pression atmosphérique normale. Si celle-ci atteint seulement 3 livres de pression par pouce carré, soit environ 20 kPa, cela suffit pour démolir un immeuble résidentiel et produire des vents de plus de 160 km/h. Si vous êtes trop près, cela peut provoquer des hémorragies internes, des fractures osseuses et le terrible blast lung ou poumon explosé. C'est pourquoi les médecins recommandent de consulter immédiatement un médecin si vous vous trouvez à proximité d'une explosion, que vous soyez brûlé ou que vous ressentiez immédiatement une douleur. Et si vous êtes suffisamment près d'une explosion pour être projeté en arrière comme ceci, eh bien vos entrailles ressembleraient probablement à la boue de Nickelodeon. Bouddha joufflu. Si vous êtes d'Occident, il y a de fortes chances que lorsque vous pensez à Bouddha, vous imaginiez un homme joyeux et rieur fait d'or massif. Et même si en soi être un homme joyeux et rieur fait d'or massif n'est en aucun cas une mauvaise chose, ce n'est pas non plus à cela que ressemble Bouddha. Sérieusement, ce n'est pas Bouddha. Ne vous en faites pas si vous ne le saviez pas, même Google se trompe si vous recherchez Bouddha souriant ou Bouddha rieur. Alors qui est cet homme ? Le bouddhisme est une religion ancienne et complexe, mais pour résumer brièvement, il s'appelle Bouddhaï et il vient du futur, en quelque sorte. Bouddhaï était un moine chinois du Xe siècle connu pour voyager de ville en ville et distribuer des provisions et des cadeaux aux enfants et aux nécessiteux. Un peu comme le Père Noël, sauf qu'il l'a devancé de 1000 ans. Sur son lit de mort, Bouddhaï a révélé qu'il était en fait une incarnation de Maitreya. Maitreya n'est pas le Bouddha de notre monde, mais celui du monde suivant. Les bouddhistes croient que lorsque ce que nous considérons comme notre propre monde prendra fin, un nouveau monde commencera. Dans ce nouveau monde, Maitreya apparaîtra pour éclairer ses habitants en tant que leur Bouddha. Vous pouvez donc considérer Bouddhaï comme un être éclairé du monde suivant qui s'est brièvement arrêté dans notre monde pour observer ce qu'il s'y passait. N'oubliez pas que le Bouddha du bouddhisme n'est pas réellement un dieu au sens traditionnel du terme. Il s'agissait simplement d'un homme nommé Siddhartha Gautama qui a atteint l'illumination et a décidé d'enseigner ses connaissances au monde. Tout comme le Christ n'est pas le dieu du christianisme, Bouddha n'est pas le dieu du bouddhisme. Je ne me suis pas senti aussi éclairé depuis que j'ai appris que Robin n'était pas le fils de Batman. Caméléomythe. Si je vous demandais de citer une chose que vous savez sur les caméléons, vous répondriez probablement qu'ils peuvent changer de couleur pour se fondre dans leur environnement. Peu après, vous vous éloignerez, embarrassé, tandis que je rirai et vous pointerai du doigt, proclamant que vous êtes tombé dans mon piège, à la manière d'un animé. En effet, les caméléons peuvent effectivement changer de couleur, mais ce n'est pas pour se fondre dans leur environnement. En réalité, les caméléons changent de couleur afin de réguler leur température corporelle. Vous voyez, comme la plupart des lézards, les caméléons sont des animaux à sang froid, ce qui signifie que leur sang n'est pas naturellement réchauffé à l'intérieur de leur corps comme le nôtre. Ils dépendent plutôt de la chaleur extérieure pour maintenir leur sang au chaud. Les caméléons ont développé la capacité de modifier la pigmentation de leur peau afin de mieux contrôler la chaleur absorbée par leur corps. En effet, les couleurs foncées absorbent davantage la chaleur tandis que les couleurs claires la reflètent. Imaginez que vous posiez votre main sur une voiture noire plutôt que sur une voiture blanche par une journée chaude et ensoleillée, et vous comprendrez mieux. De plus, certaines études suggèrent que les caméléons changent de couleur pour communiquer entre eux, et même en fonction de leur humeur, mais jamais pour se fondre dans leur environnement. Certes, la température fait partie de leur environnement, mais ils ne cherchent pas à se fondre dans celui-ci. C'est exact, je peux me sentir satisfait grâce à un détail technique, ce qui est la manière la plus satisfaisante de se sentir satisfait. T'as capté ? Le chat de Frankenstein. Saviez-vous que Frankenstein ne désigne pas le monstre, mais le créateur du monstre ? Vous le saviez ? Eh bien bravo. Regardez-moi un peu le génie de ce nerd. Depuis la publication en 1818 de l'œuvre phare de Mary Shelley, l'un des premiers romans de science-fiction, le roman a été adapté et réinterprété dans des dizaines de médias différents, notamment au cinéma, au théâtre et même dans des jeux vidéo. Et bien que chacune de ces adaptations soit unique à sa manière, elles ont toutes une erreur en commun, le monstre. Demandez à n'importe qui de décrire le monstre de Frankenstein et il imaginera probablement une brute imposante, marmonnant, mesurant 2,50 m et avec des boulons dans le cou. Dans le livre cependant, le monstre en est tout autre. Il est bavard, introspectif, philosophe, et une grande partie du livre est même racontée de son point de vue. Plutôt que de se mettre en colère et de tout détruire sur son passage, le monstre passe la majeure partie de son temps à se sentir seul et à supplier son créateur de lui trouver une compagne. Quant à son apparence, le monstre est décrit comme grand, musclé, avec des cheveux brillants et des dents blanches comme des perles. Ok, il est également décrit comme ayant des lèvres fines et sombres et une peau jaunâtre et pâle.
Et au pire, ça fait de lui un beau gothique. Alors d'où vient le Frankenstein moderne et monstrueux? Eh bien, le monstre a explosé dans la conscience populaire après le film de 1931 qui a établi la norme pour les représentations du monstre. Cependant, ce film n'était pas une adaptation du livre. Il s'agissait d'une adaptation cinématographique de la pièce de théâtre de Peggy Webbing datant de 1927. Peggy devait détester les garçons gothiques sexy car dans sa pièce, le monstre était exactement cela, un monstre. Il est peut-être temps de relancer un Frankenstein sexy à la Twilight. Je pense que Dark Frank est un bon nom. L'héritage du lapin. Imaginez ceci. Vous êtes un enfant qui rentre à la maison après être passé à l'animalerie. Votre famille vient d'acheter un adorable petit lapin dont vous êtes certain qu'il vous aimera pour toujours. Vous arrivez à la maison et vous lui tendez avec enthousiasme une carotte, mais il ne mord pas. De plus, il n'apprend pas de tour et ne montre aucun intérêt pour vous, car les lapins sont peu expressifs. Mais qu'en est-il de la carotte? Les lapins n'apprécient-ils pas les carottes? Eh bien non, ils ne les détestent pas, mais ils préfèrent de loin les légumes verts à feuilles ou la citrouille molle. En effet, les carottes sont des légumes beaucoup plus durs et croquants, difficiles à mâcher pour les lapins. En réalité, de nombreuses animaleries avertissent les nouveaux propriétaires de ne pas nourrir leurs lapins uniquement avec des carottes, car les pauvres animaux pourraient mourir de malnutrition. On peut attribuer cette idée fausse à Bugs Bunny. Dans de nombreux dessins animés anciens, Bugs mâchait bruyamment une carotte au milieu de ses pitreries, ce qui a fini par faire croire au grand public que les lapins adoraient les carottes. Alors pourquoi Bugs mange-t-il des carottes? Eh bien, le fait de croquer des carottes était une référence au vieux film de Clark Gable, It Happened One Night, dans lequel l'acteur mange une carotte tout en se ridiculisant. Si le film a été bien accueilli à sa sortie, il n'a pas résisté à l'épreuve du temps autant que le vieux Bugs, à tel point que la plupart des gens ne réalisent même pas que le fait de croquer des carottes est une référence. Autre idée fausse, Nimrod n'est pas un terme argotique désignant une personne stupide. Nimrod était en fait un chasseur extrêmement habile dans la Bible. Bugs appelait Elmer Fudd Nimrod de manière ironique car Fudd était très maladroit. Cependant, les personnes qui ne comprenaient pas la blague pensaient simplement qu'il s'agissait d'une insulte amusante. Il s'avère que Bugs Bunny a influencé la société moderne plus que nous ne le pensons. Petit mensonge. Je m'excuse d'avance car je vais dire quelque chose qui risque de briser quelques cœurs. Les mères ne savent pas tout. Je suis désolé, mais c'est vrai. Et les carottes ne vous donnent pas une vision nocturne. Et bien qu'elles soient savoureuses, manger une pomme par jour ne vous évitera pas d'aller chez le médecin, à moins que vous ne lui lanciez. Cependant, elles ont certainement raison sur un point, boire du lait régulièrement renforce les os. Après tout, les os contiennent du calcium, le lait contient du calcium. C'est logique, non? Eh ben non, je suis désolé de vous décevoir, mais il n'y a aucun lien entre la santé osseuse et la consommation de lait. Je sais, une étude de Harvard portant sur un large échantillon de 72 000 femmes sur une période de 2 décennies a révélé qu'il n'y avait aucun lien entre la consommation de lait et la solidité des os. De plus, la consommation de lait n'a pas réduit le taux de fractures osseuses ou de maladies osseuses telles que l'ostéoporose chez les femmes. Une autre étude publiée par la National Library of Medicine et portant sur 96 000 hommes a en fait révélé que les sujets étaient plus susceptibles de souffrir de fractures osseuses s'ils buvaient beaucoup de lait pendant leur adolescence. Alors d'où vient ce mythe? Eh bien, je suis désolé de vous décevoir à nouveau, mais de l'industrie laitière. Sérieusement, l'origine de cette croyance remonte aux écoles qui recevaient des documents nutritionnels vantant le mythe du lait et des os, et ces documents étaient financés par le Conseil national de l'industrie laitière. Je ne peux plus tolérer ces informations trompeuses sur le lactose, perso. 100% faux. Que feriez-vous si vous pouviez exploiter pleinement 100% des capacités de votre cerveau? Réussir en bourse, trouver un remède contre le cancer. Pour ma part, je retournerai à mon exemplaire de Pokémon Silver de mon enfance et je résoudrai enfin ce casse-tête à tuiles coulissantes. Comment est-il possible de résoudre ça? Si vous ne comprenez pas de quoi je parle, sachez qu'il existe une croyance populaire selon laquelle les humains n'utilisent que 10% du potentiel de leur cerveau, ou 20 ou 5% selon la version du mythe que vous avez entendu. Le film Lucy, sorti en 2014, racontant l'histoire de Scarlett Johansson qui accède progressivement à 100% de son cerveau, ce qui la transformerait en un ordinateur liquide. Ok, eh bien, avec des preuves aussi remarquables, vous ne serez probablement pas surpris d'apprendre que ce fait est totalement infondé. S'il est vrai que les humains n'utilisent pas 100% de leur cerveau à un moment donné, c'est parce que différentes zones du cerveau ont des fonctions différentes. Par exemple, le cervelet contrôle votre équilibre et votre motricité. L'aire de Broca est responsable de la parole, tandis que le bulbe rachidien contrôle votre pression artérielle et votre respiration. Le cerveau est un organe extrêmement complexe, et comme différentes zones remplissent différentes fonctions, elles ne sont pas toutes utiles en permanence. Dire qu'un être humain n'utilise que 10% de son cerveau à un moment donné revient à dire qu'un feu de signalisation n'utilise qu'un tiers de ses feux à un moment donné.
Et tout comme si un feu de signalisation utilisait tous ces feux en même temps, utiliser tout votre cerveau en même temps signifierait probablement que quelque chose ne va vraiment pas. En réalité, le moment où les humains utilisent le plus l'ensemble de leur cerveau est lors d'une crise d'épilepsie, lorsqu'une explosion anormale de signaux électriques surcharge effectivement le cerveau. Je suppose que si Lucie avait raison, le film se serait terminé après son début. Vue spatiale. Vous savez, si j'ai un jour l'occasion de visiter l'espace, je pense que je passerai tout mon temps à regarder la Terre. Je pourrais voir des choses incroyables comme la Grande Muraille de Chine, le seul objet construit par l'homme visible depuis l'espace, n'est-ce pas? Tout le monde le sait, cette imposante muraille a été construite il y a environ 2600 ans pour repousser l'invasion mongole en Chine, et l'ensemble de ces sections s'étend sur une longueur absolument impressionnante de 21 196 km. Si on pouvait voir quelque chose depuis l'espace, ce serait certainement cela, n'est-ce pas? Eh bien, pas exactement. Le premier problème est de savoir où commence réellement l'espace. La plupart des scientifiques définissent l'espace comme commençant à un endroit appelé la ligne de Kármán, qui est le point où la plupart des satellites orbitent confortablement autour de la Terre. La ligne de Kármán se trouve à exactement 100 km au-dessus du niveau de la mer, et si vous regardez cette photo prise depuis la Station spatiale internationale avec un objectif de 180 mm pour imiter la vue depuis la ligne de Kármán, eh bien la Grande Muraille n'est pas vraiment visible. Mais si cela peut vous rassurer, la plupart des stations spatiales orbitent autour de la Terre à des dizaines de kilomètres au-delà de la ligne de Kármán, ce qui signifie qu'il est impossible pour un astronaute de regarder la Terre depuis l'espace et d'admirer la Grande Muraille. Avaler des mensonges. Chaque fois que je vois une araignée chez moi, je laisse immédiatement tomber ce que je suis en train de faire et je la mets sous un verre et je la jette dehors en toute sécurité, avant de vomir dans un sac papier pendant 10 minutes. Pourtant, aussi effrayant que cela puisse être d'en toucher une, l'idée d'en avaler une est encore pire. Après tout le monde sait que les êtres humains avalent entre 4 et 8 araignées par an pendant leur sommeil. Ou est-ce seulement 20 au cours de leur vie? Quelle que soit la version de ce mythe que vous avez entendu, cela représente beaucoup de collations à base d'araignées. En calculant 8 par an, cela signifierait que les quelques 8 milliards d'habitants sur Terre avalent 64 milliards d'araignées par an. Même si voir tous ces insectes rampants dans la même chambre serait cauchemardesque, cette perte annuelle n'aurait guère d'impact sur leur nombre car on estime qu'il y a des quadrillions d'araignées sur Terre. Cependant, n'ayez crainte, ce mythe reste infondé. Tout d'abord, pour qu'il soit vrai, il faudrait que les araignées soient réparties de manière assez uniforme dans le monde, ce qui n'est pas le cas. L'Islande ne compte que 91 espèces d'araignées, tandis que l'Australie en compte plus de 10 000. Ensuite, les araignées se nourrissent de deux manières, en construisant des toiles pour attraper leur proie ou en chassant activement. La bouche humaine est trop petite et difficile à utiliser pour construire une toile, et à moins qu'il y ait des mouches dans votre bouche, elle n'est pas non plus adaptée à la chasse. La plupart des araignées ont de minuscules poils sur leurs pattes, ce qui les rend extrêmement sensibles au mouvement et leur rend donc la bouche respirante très peu attrayante. Tout cela fait de la bouche un endroit très peu attrayant pour une araignée, malgré ce que Billie Eilish pourrait vous faire croire. Ce mythe a été mentionné pour la première fois dans un livre sur le folklore en 1954, mais il ne s'est répandu qu'en 1993 lorsqu'une journaliste nommée Lisa Holst en a entendu parler. Elle l'a utilisé comme exemple de légende urbaine manifestement fausse qui pouvait facilement se propager par email, et oh surprise, elle avait raison. Son propre exemple de désinformation facilement diffusable a fini par se répandre facilement. Quelle ironie! Au moins, elle a prouvé que sa théorie était fondée. Terreur vertigineuse. Si vous vivez en ville, on vous a peut-être déjà dit de faire attention lorsque vous marchez au pied d'un gratte-ciel, d'un monument ou de quelque chose de très haut, au cas où quelqu'un déciderait de lancer un centime depuis le sommet. Bien que petit, le centime lancé à toute vitesse vers le sol se transformerait en une torpille, la force de gravité l'accélérant jusqu'à atteindre une vitesse suffisante pour vous ouvrir le crâne. Ça m'a certainement fait réfléchir à 2 fois avant de vivre en ville, mais il s'avère que cette rumeur est totalement infondée. Même si vous lanciez depuis l'Empire State Building, un centime est trop petit, trop plat et trop amorti par l'air pour se transformer en une torpille super aérodynamique. En ce qui concerne la force de gravité en accélération constante, cela pourrait théoriquement se produire si tout l'air était aspiré hors de la ville. La résistance de l'air ralentit le centime, donc même si un centime plutôt lourd était lancé par-dessus le bord, la résistance de l'air et la gravité finiraient par équilibrer un point appelé vitesse terminale. Ça donnerait à la pièce une vitesse de chute maximale d'environ 19 km/h. C'est pas suffisant pour causer des dommages importants. Et si elle vous tombait dessus, vous auriez simplement l'impression d'avoir reçu un très gros coup sur le front. Un très très gros coup. Bon sens. Le goût, le toucher, la vue, l'odorat, l'ouïe, citez-moi un quintet plus emblématique. J'attends. Ces 5 amis sont les sens à travers lesquels nous, les humains, percevons le monde. En ce qui concerne les sens humains, ce sont les seuls dont nous disposons, n'est-ce pas? Eh ben, pas vraiment. Certains ne sont pas tant nos seuls sens que nos points les plus populaires.
Considérez-les comme Captain America, Iron Man, Hulk, Thor et Spider-Man dans nos Avengers sensoriels. L'équipe complète est assez grande, mais pour déterminer combien il y en a exactement, nous devons définir ce qu'est un sens. Essentiellement, un sens est un groupe de cellules conçues pour détecter un stimulus externe et y répondre de manière appropriée. Avec ces définitions, on peut affirmer que l'équilibre ou la stabilité est un sens. Après tout, votre corps remarque immédiatement et réagit lorsqu'il se trouve sur un terrain instable. De même, notre capacité à percevoir la température et la douleur sont aussi des sens uniques. Notre proprioception, qui est essentiellement la conscience de notre propre corps, c'est-à-dire la façon dont nous savons où se trouvent nos pieds, nos bras, notre tête et même si nous fermons les yeux, est un autre sens unique. Ça nous amène à une estimation prudente de 9 sens. Mais certains neuroscientifiques pensent que nous pourrions avoir jusqu'à 53 sens. Certains affirment que la faim, la soif et même notre capacité à ressentir le passage du temps comptent chacune comme un sens à part entière. D'autres sens potentiels sont beaucoup plus spécifiques, comme notre capacité à réagir aux médicaments ou aux hormones présents dans l'air, ainsi que notre capacité à ressentir la tension dans nos muscles internes. Bien sûr, ce dernier sens pourrait être regroupé avec le toucher, comme plusieurs autres sens potentiels. C'est pourquoi il est difficile d'en compter le nombre exact. Quoi qu'il en soit, si vous n'en aviez plus que 5, vous devriez probablement être une super patate avec des moyens limités pour savoir ce qui se passe autour de vous. J'ai hâte de voir le prochain membre des Avengers, un héros qui est juste super doué pour te dire quelle est la température. Ouais, je viens de détruire un grand nombre de croyances courantes. Je parie que vous avez hâte de corriger vos amis et votre famille lorsqu'ils en évoqueront une. Mais laquelle avez-vous préférée? Y en a-t-il d'autres que je n'ai pas mentionnées? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous et comme d'habitude et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.